La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission Le Touche-à-tout, j'aurai 3 invités, 3 femmes, mais je commence par une, mais pas la dernière. J'ai quelqu'un qui est membre du conseil d'administration de la réserve écologique de la Serpentine de Coleraine. Hein? C'est où, ça? C'est les Trois-Monts qu'on connaît très bien. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Brigitte Drouin. Mme Drouin, bonsoir. Bonsoir. On connaît les Trois-Monts, mais avec son grand nom, on le connaît peut-être moins. Donc, vous êtes sur le conseil d'administration. Là, on est au début du mois d'octobre. Oui. J'imagine que vous venez de nous parler de la Grande Corvée, parce que François est déjà venu m'en parler de la Grande Corvée, que ça a toujours lieu à l'automne. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Oui, effectivement, nous planifions faire encore une autre corvée cette année. Ça va être la 3e année. Et c'est une activité où tout le monde est invité, justement, à y participer. Tout le monde est invité. Mais en quoi ça consiste? Bon, quand on dit une grande corvée, il doit y avoir de l'ouvrage à faire. Oui. Mais c'est quoi, quoi? C'est quoi que les gens qui nous écoutent ce soir, là, qui disent « Ouais, une grande corvée aux Trois-Monts, c'est quoi? » En fait, ça consiste... Au départ, on forme des équipes de travail pour les étendre un peu partout le long du parcours, autant dans le secteur de Coleraine que dans le secteur de Vimy. Et l'objectif, c'est de vider les rigoles de feuilles, les feuilles mortes. C'est pour ça qu'on attend à la fin de l'automne, une fois que les feuilles sont toutes tombées, pour les libérer, que lorsque la fonte des neiges va arriver, ou si on a un hiver plutôt humide, pour que ça puisse pas se gorger d'eau, que ça brise nos sentiers. Ah oui, OK. En fait, c'est chacun arrive avec sa pelle, son râteau, arrive avec leur propre équipement, ou bien on les fournit pour travailler à libérer ça. Alors, il n'y a pas d'âge pour ça, là? Non, il n'y a pas d'âge. Il s'agit juste d'être en forme un peu, j'imagine, parce que c'est... est-ce que ça requiert beaucoup de force ou... Bien, c'est un travail physique, mais c'est un petit travail de jardinage que je vous dirais. Ce qui est plus exigeant... Qu'est-ce qui est exigeant, c'est de se rendre à l'autre bout des sentiers, mais c'est les gens les plus en forme. Eux autres, ils partent avec leur équipement, puis s'en vont au bout des sentiers. Puis ils rebroussent chemin. Et les équipes sont réparties un petit peu le long des parcours. Les enfants sont les bienvenus parce que ça leur donne la possibilité de se sensibiliser justement à l'environnement, au sentier des Trois-Monts, puis voir que si on veut garder nos sentiers beaux et propres, ça vaut la peine de les entretenir. Fait que c'est pas exigeant physiquement, c'est surtout une occasion de fraterniser, puis en prenant soin de nos sentiers. Oui, bien, j'ai déjà eu le plaisir d'en parler avec François, le coordonnateur du Sentier des Trois-Monts. Et François disait ça, que c'était une journée où les gens, ça se faisait dans la joie. Vous pouvez accueillir à peu près combien de personnes pour faire ça, ou s'il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Plus que de personnes, plus que des équipes qui vont se former. L'année passée, la Dame Nature n'avait pas été de notre côté, donc les gens croyaient que l'activité avait été annulée. On s'est limité vraiment à faire un nettoyage dans le secteur de Coleraine, mais l'année précédente, il y avait eu, je crois, pas loin de 60 personnes qui avaient participé, dont les scouts. Ah oui? Donc, il y avait plusieurs équipes à Coleraine et plusieurs équipes à Vimy Ridge. OK. Donc, non. Puis si les gens arrivent avec des jeunes enfants, ils disent, bien, nous, on peut consacrer 1 heure, 1 heure et demie, bien, on va le prendre cette heure et demie-là. OK. Puis après ça, bien, il y a un roulement qui se fait. J'imagine que ça se fait un samedi. Oui, habituellement, c'est un samedi. Donc là, ça va se faire probablement vers la fin du mois. On est au début d'octobre, là. On va laisser les feuilles tomber comme il faut, là, avant de les ramasser. C'est ça, on dépend beaucoup de Dame Nature. C'est sûr qu'il pleut, ils vendent beaucoup. Fait que la date va être déterminée dans les prochains jours. Et là, s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir et qui se disent « Ouais, mais ça va être quand? » De quelle façon ils vont pouvoir savoir la date exacte quand vous allez la déterminer? Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, il y a 2 façons de le faire. C'est d'aller sur notre site Internet, www.3monts, 3 le chiffre 3, monts.ca, ou aller demander une demande d'amitié sur notre page Facebook. C'est les Sentiers pédestres des Trois-Monts. Ah bon, donc, vous cherchez dans le S Sentier et ça va être publié quelle date que ça va se faire la prochaine corvée. Donc, les gens auront juste à aller là pour savoir la date précise
de la corvée. De la corvée, oui. OK. Et là, vous dites que, bon, s'il y a des gens qui ont des râteaux ou des pelles, ils peuvent les apporter, mais s'il y a des gens qui... pas s'empêcher d'y aller parce qu'ils n'en ont pas, Non. parce que vous allez en fournir. Oui, la municipalité de Coleraine collabore beaucoup dans ce genre d'activité-là. Donc, il fournit beaucoup leur outil, justement, pour travailler. Si vous dites, moi, je vais apporter mon râteau, mais je ne vais pas le perdre, ce qu'on vous conseille, c'est de l'identifier Oui. pour être sûr que vous arrivez avec votre râteau puis de repartir avec. Pour le samedi, je veux juste apporter une petite précision. Il y a des fortes chances que ce soit samedi, mais étant donné qu'on ne sait jamais, Dame Nature, ce qu'elle nous offre, la date qu'on fixe, ça se peut que la formule cette année, ce soit samedi, en cas de pluie, reporté au lendemain. Ah bon. Donc, soyez vigilants quand vous allez regarder notre OK, publicité. sur le site, oui, OK. Alors, parfait. Tantôt, vous m'avez dit, s'il y a quelqu'un qui arrivait avec son jeune enfant et qui disait, ben moi, là, j'aurais juste une couple d'heures, vous allez le prendre. Mais si je comprends bien, ça se déroule toute la journée, là. Oui, ça se déroule une bonne partie de la journée. Et il y a un service de garderie aussi. Quand vous parlez de jeunes enfants, si vous arrivez avec votre poupon ou un enfant qui ne marche pas, ou vous dites, bien, je préfère aller faire l'activité dans la forêt puis laisser mon enfant, il y a 2 ou 3 adultes responsables qui sont membres du CA, qui restent au chalet à Coleraine pour justement s'occuper des enfants. Puis ils ont des activités de bricolage et des activités pour amuser justement les enfants. Alors, est-ce que les gens qui ont l'intention de passer la journée, là, est-ce qu'ils doivent apporter le lunch ou vous le fournissez? Tout est fourni. Ah bon? Oui, encore là, c'est les membres du CA qui organisent le lunch. Donc, c'est les sandwichs, les crudités, les breuvages, les desserts. Tout ce qu'on a apporté, c'est notre sourire puis notre intention d'y participer. OK, puis nos bras. Oui, nos bras. oui, nos bras. Bon, alors, comme vous dites, là, ça se fait dans les différents sentiers pour dégager les sentiers de façon à permettre au printemps d'avoir un écoulement des eaux sans contrainte, de façon à protéger les sentiers. Effectivement. OK. Oui. Bon. Vous avez du nouveau aussi, hein, au Sentier des Trois-Monts. Quand on passe à Coleraine, là, il y a un petit peu d'activité. Est-ce que j'ai raison de pas... Non, pas à Coleraine, à Vimy, parce que quand on fait le détour maintenant, là... Bien, à Coleraine aussi, il y a des nouveautés. Il y a des nouveaux. Bon, alors, fait qu'il y en a 2 nouveautés. Ah bon, bien alors, laquelle qui est la plus importante ou la plus intéressante? Les 2 sont importantes, les 2 sont intéressantes. Alors, choisis Vimy. Qu'est-ce que vous faites à Vimy? À Vimy Ridge, avec le détour de la 112, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui passent par le secteur de Vimy Ridge. Et on est en train de construire, c'est sur le point de se terminer, la construction d'un chalet qui va inclure 2 chambres pour l'hébergement, donc, et salle de bain. Donc, il va y avoir un accès avec une vraie toilette. Et le chalet va être ouvert pour les gens aussi qui vont faire de l'hébergement dans les yourtes. Parce qu'encore une autre nouveauté, depuis que François est passé ici, c'est qu'on a une 2e yourte qui existe dans le secteur de Vimy. Mais bon, ben là, juste une minute. On va finir avec le chalet. Oui, puis, effectivement. Là, vous avez dit un mot là, qui n'est pas familier trop. On va y revenir. Vous avez parlé de yourte. Bon, allons-y au chalet. Là. Oui. Alors, vous avez un chalet. C'est pas la même chose qu'à Coleraine. Là. À Coleraine, il n'y a pas d'hébergement. Là. Non, à Coleraine, il n'y a pas d'hébergement. Donc, c'est vraiment, là, vous dites 2 chambres à coucher avec toutes les commodités. Est-ce qu'il va y avoir une cuisine pour faire... Il va y avoir un espace cuisine, il va y avoir une salle de bain avec douche. Bon. Il va y avoir 2 chambres en haut dans les mezzanines. C'est un chalet où les gens, quand ils vont arriver pour aller faire une randonnée à Vimy, c'est là qu'il va être j'ai juste le mot poste de péage. C'est là que les gens vont aller payer leur droit de passage pour aller dans les sentiers. Et c'est un peu comme à la CEPAC. Après 4 heures, bien, le chalet devient accessible seulement aux personnes qui ont réservé cet espace-là pour passer 1 ou plusieurs nuits. Oui. Et le fait qu'il y a un accès à la salle de bain, la façon que c'est fait pour la construction, si les gens ont décidé de faire du camping plus sauvage dans les yourtes. Dans les yourtes? Oui. Les yourtes, c'est un bâtiment, c'est pas une tente, c'est pas comme un... Ah, je pensais que c'était une tente. Ouais. Ça peut ressembler à une tente au niveau de le matériel qui est utilisé, mais c'est vraiment rond et c'est un espace qui peut coucher de 4 à 6 personnes, mais c'est vraiment pas d'électricité, pas d'eau. Pour la salle d'eau, bien, c'est une toilette sèche à l'extérieur. Okay. Alors, c'est du camping, disons, sauvage? De luxe. Oui, okay. C'est ça, c'est de luxe. Puis les gens qui veulent héberger plusieurs nuits, mais à un moment donné, ils ont besoin d'aller prendre une douche, bien, ces gens-là... Eux autres, ils ont accès au service en... je dis en bas parce que j'imagine que quand on connaît un peu la configuration, les yourtes doivent être un peu en montagne. Un petit peu à flanc de montagne. Okay. Puis si vous êtes un petit peu observateur, quand vous passez sur la route à Vimy, regardez, vous allez voir, il y en a une yourte qu'on l'appelle la yourte panoramique.
Elle est magnifique. Puis lorsqu'on est assis sur le balcon de cette yourte-là, on a une vue magnifique. Elle est située peut-être un petit peu vis-à-vis de l'église blanche qui est à Vimy Ridge. Oui, OK. Est-ce que, là, je ne vais pas vous piéger, là, mais est-ce que vous connaissez les prix? Combien ça coûte louer une yourte? De mémoire, c'est sûr que là, c'est pas un piège, mais je vous le dis de mémoire, c'est autour de 98 la nuit. Pour 6 personnes? Bien, si c'est 6 personnes, mais divise le 98... non, ça fait pas cher la nuit, là. Non, puis les gens stationnent. Là, en ce moment, on utilise le stationnement de la municipalité de Coleraine. Oui. Puis les gens apportent leur bagage, puis ils marchent peut-être 20-25 minutes, puis sont rendus à la yourte. OK. Alors, mais de toute façon, s'ils vont au site www.troismonts.ca, ils vont avoir toutes ces réponses-là? Oui, là, toutes les réponses, oui. Pour les prix, puis la tarification pour aller dans les sentiers, dans les yourtes, puis éventuellement le prix pour le chalet. OK. Alors, là, vous en avez maintenant 2 yourtes. Oui. Parce qu'il y en avait juste une auparavant. Oui. Hein? OK. Avec le nouveau chalet. Oui, 2 yourtes puis un chalet. OK. Ça, ce sont des nouveautés. Maintenant, la nouveauté qu'il y a sur le côté de Coleraine, c'est quoi? Ah, vous êtes curieux, hein? C'est que... Je suis payé pour ça. J'ai la présidente de la télévision communautaire en avant de moi, alors quand je parle de paye, hein? C'est que il y a un travail qui a été fait sur une longue échelle, en collaboration avec le musée minéralogique, en collaboration avec un membre du CA qui est géologue, avec François qui est coordonnateur. Il y a des panneaux éducatifs. Alors, tout le long du parcours, exemple, si vous allez à Coleraine, vous faites la boucle du mont Oak, vous allez voir des panneaux éducatifs qui expliquent c'est quoi la réserve écologique, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette réserve écologique-là, quels minéraux qu'on y retrouve, la plantation, la végétation. Ah, oui, c'est très intéressant. Puis je le dis, c'est une réserve écologique. C'est un privilège qu'on a de marcher aux Trois-Monts parce qu'au départ, c'est une réserve écologique. Donc, c'est ce qui fait qu'on a un sentier puis qu'on demande aux gens de rester sur les sentiers et regarder à partir des sentiers qu'est-ce qu'on peut observer. Oui, ça demande beaucoup de respect. Il faut être respectueux de la nature qui est là. Effectivement. Parce que c'est pas un droit acquis, ça, là. C'est un privilège, comme vous dites. C'est un privilège, si bien, hein? Oui. Il nous reste 2 minutes. Oui. Rapidement, là, vous avez tenu, je pense encore, là, je pense que c'est le samedi le 21 septembre. Oui. Une deuxième édition là, du marché public. Du marché public, oui. L'année dernière, ça avait bien été. Est-ce que cette année aussi? Parce qu'il faisait beau samedi. Oui, il faisait vraiment, vraiment beau. Puis l'année passée aussi, il avait fait vraiment... On était chanceux, là. Dame Nature était généreuse avec nous. La température était là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là en exposition, autant dans les produits naturels, dans les pommes, c'est la culture, c'était toute la récolte. Fait que les gens avaient tout amené leur récolte. Et cette année, ce qu'on avait donné, c'est un droit de passage gratuit aux étudiants pour pouvoir se donner la chance d'aller marcher aux Trois-Monts. Donc, c'est notre 2e année et c'était un succès. On dit toujours jamais 203. Donc, on peut présumer que l'année prochaine, ça sera un rendez-vous pour 2014. 2014, oui, effectivement. Madame Drouin, je vous remercie beaucoup. Donc, je rappelle que vous allez aux Trois-Monts, à Coleraine, vous allez tenir une grande corvée. Oui. Un des prochains samedis là, qui vient, dépendamment comment que les feuilles vont tomber. Oui. Alors, on invite les gens qui seraient intéressés à aller au Sentier des Trois-Monts pour vous donner un bon coup de main. Oui, ça serait de fréquenter le site www.troismonts.ca. C'est bien ça? Oui. Bien, je vous souhaite du bon temps pour votre grande corvée. Merci beaucoup. Et vous, bien, demeurez des nôtres. Je reçois 2 autres personnes dans quelques instants. Vous avez parlé que je recevrais 2 invités. Eh bien, c'est le cas. J'ai le plaisir d'avoir avec moi 2 représentantes du Musée minéralogique et minier de la région. Une au service éducatif, Marie-Ève Bélan. Bonjour. Bonjour. Et une autre que vous connaissez, des habitudes de la télévision communautaire. Je pense que je n'aurais même pas besoin de vous donner son nom. Vous allez la reconnaître tout de suite, qui est au service à la clientèle. Je parle de Geneviève Claveroy. Bonjour. Bonjour Geneviève. Je suis quasiment un petit peu intimidé d'avoir une professionnelle devant moi là, qui posait des questions. Je vais essayer de bien m'en sortir. Donc, il y a quoi, 2-3 jours, c'était le 4, dépendamment quand les gens vont nous écouter, mais le 4, vous avez procédé, je ne dirais pas au vernissage, mais au lancement d'une nouvelle exposition très intéressante. Hein? Vous êtes ici pour m'en parler. Oui. C'est quoi? Je vais le dire le titre, je vais essayer de ne pas trop me tromper. Les ornithoptères. Ornithoptères.
Bon. Inquiétez-vous pas, ça m'a pris quelques semaines avant d'être capable OK. de le prononcer. Bon, alors là, il y a des papillons sur la carte d'invitation. Ouais. Donc, j'imagine que ça concerne les papillons. Il y a un lien, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il un des deux qui peut me dire c'est quoi que ça veut dire omnitoptère? Bien, ornithoptère, c'est du grec qui veut dire des papillons aux ailes d'oiseaux. Ah bon? Donc, c'est des papillons qui sont exclusivement dans la zone indo-australienne, donc Nouvelle-Guinée, etc., et qui sont renommés pour leurs ailes qui sont vraiment gigantesques. Il y en a qui peuvent faire 25 cm, imaginez-vous. Ah mon donc. Dieu, là, c'est pas des petits papillons, ça? C'est pas des petits papillons, puis le terme aux ailes d'oiseaux, ça a été nommé ainsi parce que les premiers explorateurs qui étaient dans la région, les collectionneurs, les confondaient souvent avec des oiseaux en vol. Mais c'était des papillons. Même que des spécimens qui ont été retrouvés qui ont des traces de balles sur leurs ailes et des traces de flèches. Parce que pour les ils ont été attraper, chassés. oui, tellement qu'ils étaient gros, on les chassait à l'arme à feu. Donc, Est-ce que ce sont des papillons qui sont colorés? très, très colorés. On parle de papillons dans des zones tropicales. Donc, c'est des verts, c'est des jaunes, c'est des bleus. Pour le plaisir des yeux, c'est vraiment exceptionnel. Là. Donc, là, pour les gens qui nous écoutent, là, puis qui voudraient y aller au musée, et on va voir quoi? On va voir des présentoirs avec des beaux papillons, là. Et vous en avez combien dans la collection qui est ici? Bien, en fait, ça, c'est une exposition itinérante de l'Insectarium de Montréal. OK. Donc, quand même, un haut degré de qualité là, pour ce qui est des spécimens qui ont été naturalisés. Fait que c'est une quarantaine de spécimens qui vont être présentés avec des panneaux interprétatifs. Donc, de véritables papillons comme on ne pourrait pas les posséder parce que la plupart sont protégés par la Cité, qui est en fait l'ONU des espèces animales. Ah, bon. Oui, donc on n'a pas le droit de les chasser pour la plupart, on n'a pas le droit de les collectionner, à moins que ça ait été fait par un organisme comme l'Insectarium de Montréal. Ah, bon. Quand vous parlez de ça, là, il y en a un, il y a une sorte de papillon là, qui est en danger, puis qu'on connaît, là, puis qui est beau, là, on appelle les monarques. Les monarques, oui. Est-ce que vous en avez dans cette exposition-là, ou c'est une autre classe à part, ça n'a rien à voir? Ou... C'est comique parce que Geneviève avait confondu les deux. Exactement. Le carton d'invitation, c'est moi qui ai fait le montage. Et puis, la première version du carton, j'avais mis des monarques avec les ornithoptères parce que je croyais que ornithoptère, c'était la famille de tous les papillons. Mais c'est pas ça du tout. Ornithoptère, c'est vraiment une branche des papillons. Et la famille des papillons, c'est l'épidoptère. Alors, il ne faut pas se démêler un peu là-dedans, c'est ça. OK. Oui, bien voilà, les monarques, ça fait partie d'une famille différente des ornithoptères. De toute façon, eux, ils se retrouvent juste dans la zone indo-australienne. Donc, ça serait difficile de les avoir de façon naturelle au Québec. Mais les monarques, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on en trouve très peu en 2013. Est-ce que vous en avez vu des monarques cet été? Ben, j'oserais dire que non. Ah, ben c'est normal, parce qu'il y en a 90 % moins que l'an dernier. Hein? C'est énorme. C'est vraiment des causes multiples, mais notamment le fait qu'on a éradié la sclépiade, qui était une plante qui poussait sur le bord des champs, puis on l'a enlevée de nos territoires avec les pesticides. Et c'était... C'est la nourriture exclusive des chenilles de monarques. Donc, plus d'asclépiades, plus de monarques. Puis il y a eu les changements climatiques aussi, des zones désertiques, des pluies torrentielles, un gel au sol tardif. Bref, il n'y en a presque plus. Et concernant le tout, il y a des programmes qui ont été mis en place, notamment Monarques sans frontières. Vous recevez des chrysalides que vous installez en captivité dans une volière avec des conditions de vie exceptionnelles. Une fois que ces chrysalides-là se transforment en papillons, vous les étiquetez. Alors là, vous mettez une étiquette avec un code décrivant le sexe et la date de relâchement du papillon. Et il y a des observateurs qui sont là dans les aires de repos naturelles des monarques qui prennent en note les monarques qui se sont rendus à destination. Parce qu'ils font des longs parcours, ces papillons-là, hein? Du Québec au Mexique. Il faut le faire. Oui, vraiment. Puis moi, ce que je me posais comme question, c'est comment un petit papillon peut s'y rendre, mais ça triche, c'est pas le même qui se rend au Mexique. Ah non? C'est une deuxième génération. Première génération se rend aux États-Unis, et puis la deuxième génération va jusqu'au Mexique. Ouais. Cette belle exposition qui est en cours là, depuis quelques jours seulement, vous vous rendez jusqu'où? Jusqu'au 17 novembre. Ah bon, alors c'est pas long, là. Non, alors les gens, court, là, faut pas dire, ah ben oui, je vais y aller, allons-y tout de suite. C'est maintenant, là, exactement. J'imagine que c'est pas plus long que ça
à cause des expositions qui s'en viennent, là, ben, à chaque année, depuis une couple d'années, le musée, vous recevez les artisans de la ville, de la région. Est-ce que c'est encore le cas l'année prochaine? Ben, même pas l'année prochaine, dans les prochains mois, c'est-à-dire au mois de décembre. Là, oui. Ben, l'année dernière, il y en a eu 2 expositions. Puis on a retrouvé les mêmes exposants dans les 2. C'est quoi la différence entre les 2? C'est vrai que c'est mêlant. C'est vrai que c'est mêlant. Il y a 2, ça fait quelques années qu'on fait ça comme ça. Il y a 2 événements d'artisans à peu près à la même période. Je sais que c'est mêlant pour les gens. Bien, alors je vais tenter de les démystifier. C'est agréable d'y aller pareil. Exactement, exactement. Donc, la première fin de semaine, cette année, c'est le 23 et 24 novembre. C'est ce qu'on appelle le marché des artisans de la ville de Thetford Mines. Donc, c'est des artisans qui demeurent dans la ville de Thetford, qui y participent, et c'est chapeauté par la ville de Thetford qui ne font qu'emprunter les locaux du musée. Donc, on les reçoit chez nous, les artisans viennent chez nous, ils sont présents toute la fin de semaine. C'est les 2 après-midi, de 1h à 5h. Les gens sont sur place, présentent leurs produits, peuvent jaser avec les visiteurs, tout ça. Évidemment, dans le but de faire des ventes, les gens peuvent trouver des super beaux cadeaux de Noël uniques. Hein, c'est fait à la main, donc c'est tout à fait particulier. Une fois que cette fin de semaine-là est terminée, qui d'ailleurs est une ambiance festive extraordinaire. La ville s'organise tout le temps pour avoir des musiciens sur place. C'est vrai, Cette année, il est supposé avoir de l'accordéon. Alors, ça sera intéressant d'aller écouter la musique tout en faisant nos achats. Mais une fois que cette fin de semaine-là est terminée, la fin de semaine d'après commence le Salon régional des métiers d'art, qui se ressemble beaucoup, mais qui a quand même quelques différences que je tiens à aborder. Donc, première différence, c'est que c'est pas juste les gens de la ville de Thetford. Les artisans viennent de toute la région, puis il y en a même quelques-uns de l'extérieur. Des fois, on a des gens de Stoneham, un petit peu partout, des gens qui sont collaborateurs avec le musée depuis de nombreuses années. Mais en général, c'est des gens qui viennent de la grande région des Appalaches. Qu'on retrouve qu'on a retrouvé au chemin des artisans. Entre autres. Plusieurs. Oui, puis il y a certains, des personnes qui ont participé au marché des artisans de la ville qui vont rester aussi pour le Salon des métiers d'art, mais c'est pas généralisé. Il y en a quelques-uns qui restent. OK. Alors, celui de Thetford, il dure seulement 2 jours. Exactement. Mais l'autre, il dure plusieurs semaines. Il dure presque un mois. Il dure du 30 novembre au 23 décembre. À tous les jours, hein? À tous les jours. D'ouverture du musée? Exactement. C'est de 9h30 à 5h, 7 jours sur 7, jusqu'à Noël. Dans ce cas-là, par contre, les artisans ne sont pas sur place. C'est uniquement leurs produits. Il y a un kiosque, les produits sont présentés sur les tables. L'artisan est quand même bien identifié. Il y a une biographie, il y a des cartes d'affaires, tout ça. Donc, les gens peuvent savoir c'est qui. Puis, ils peuvent quand même acheter les choses en transitant par la boutique du musée. Donc, c'est quand même une belle façon de faire. Si les gens veulent contacter directement les artisans, ils peuvent toujours le faire aussi. Une autre différence, c'est qu'on élargit aussi aux artistes. La communauté d'artistes aime bien qu'on fasse la différence entre les deux, puis c'est normal parce que c'est pas tout à fait le même genre de choses qui sont faites. Donc, quand on parle d'artistes, c'est davantage peintres, sculpteurs, des choses comme ça, alors que les artisans, ça va être plus des objets utilitaires, décoratifs, des choses comme ça. Alors, le Salon régional des métiers d'art s'élargit aux artistes qui peuvent venir aussi sur place. Donc, il est plus grand, entre guillemets, le plus grand en temps, plus grand en territoire, et on s'ouvre plus large aussi au niveau des participants. Autrement dit, la dernière fin de semaine du mois de novembre, c'est pour les artisans et artistes de la ville de Thetford. Exactement. Et l'autre, c'est pour l'ensemble du territoire, toujours artistes, artisans, mais là, sur une plus longue période, jusqu'au 23 décembre. Et c'est l'endroit, moi, en tout cas, je trouve que c'est l'endroit idéal pour des cadeaux. Pour trouver des cadeaux uniques, puis à prix accessible aussi. Des fois, on a tendance à croire que c'est hors de prix, non, mais au contraire. Puis il y a de tout aussi. Hein. Il n'y a pas juste... il peut y avoir des bijoux, il peut y avoir des peintures, sculptures, j'en ai parlé. Il peut y avoir toutes sortes de textiles. Il y a même de la nourriture, des gens qui vont vendre des sucres à crème, des choses comme ça. Oui, bien, il y en avait là, des gens que je connais, puis que je ne savais pas que ça donnait à ça. Puis on a acheté des petites boîtes là, de sucre d'érable. C'était pas méchant du tout. Non, c'est très, 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 très bon. Ça, c'est pour Noël. Est-ce que vous avez aussi, j'ai entendu parler à un moment donné, que l'exposition permanente, vous allez la changer? Vous allez la modifier. Ça fait combien d'années que celle qui est là existe, là, depuis que le musée est ouvert? Oui, hein? Depuis que le musée Quand on parle du nouveau musée. Oui, depuis qu'il est situé là, au 711 boulevard Frontenac, c'est depuis 1996. Donc, l'exposition est quand même très belle, est toujours d'actualité, mais il y a quand même des
petites choses qui commençaient à faire moins l'affaire, un petit peu, entre autres, au niveau des technologies. Depuis 1996, c'est certain que ça a beaucoup bougé à ce niveau-là. Fait qu'on voulait se mettre à jour. Justement, Marie-Ève, elle disait, là, on est rendu à 2.0. Musée minéralogique 2.0 pour l'an 2014. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la nouveauté? J'imagine que oui, parce que sans rejeter tout ce qui est là, est-ce que vous allez garder des choses déjà en place? Mais est-ce qu'il y a une nouvelle approche? Il nous reste à peu près quoi, Francine? 4 minutes? Alors, allons-y rapidement. L'expo qui est sur les minéraux, donc qui est là, va rester. Par contre, toute la partie informative va être complètement renouvelée. Et au lieu de fixer ou accentuer sur les techniques minières de la région ou de Thetford Mines, on s'élargit à la région au complet. Donc, c'est sur les gens de la région, sur la façon de vivre, la façon de travailler. Très interactive aussi. Donc, pour moi, au service éducatif, c'est du bonbon, là. On va avoir vraiment un beau matériel au point de vue didactique, là. Vous allez prendre combien de temps pour monter la nouvelle exposition? Ou en d'autres mots, l'exposition permanente actuelle va être accessible à la population jusqu'à quand? Jusqu'à la mi-novembre. Jusqu'à la mi-novembre. Donc, autrement dit, puis la nouvelle exposition permanente va être accessible à partir de quand? À partir de la fin mars 2014. Ah, ça vous donne encore 3 mois et demi, là. Oui, il faut comprendre, par contre, que ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur le concept. Donc, quand on parle de ces 3-4 mois-là, c'est uniquement pour le montage. Oui, c'est juste la concrétisation. Et voilà, là. et OK. voilà. Ah, bon. Mais je me dépêche, là, je vous bouscule un peu parce que vous m'avez dit qu'est-ce qui s'en vient au mois de février et je trouve ça tellement important. On va finir sur ça. Je vous laisse le plaisir de nous dire c'est quoi qui s'en vient au mois de février. Oui, on aura au Musée minéralogique à Thetford Mines l'exposition du Musée des beaux-arts de Québec, Marc-Aurèle Fortin. Ah, c'est pas n'importe qui. Oui, l'artiste de la couleur. Donc, c'est une exposition grandiose de ses plus belles œuvres. Et puis, c'est un artiste de chez nous qui a quand même une renommée internationale et que les gens de Thetford et de la région vont avoir l'occasion peut-être de redécouvrir, mais c'est un bonbon pour les yeux. C'est extraordinaire. Alors, les murs du musée vont prendre de la valeur. Ah oui, c'est le cas de le dire. Ah oui, effectivement. Oui. Puis une exposition d'une telle envergure, ça demande énormément de précautions. Donc, c'est contrôler humidité, température. Il faut avoir les conditions parfaites. Et puis, on va être aux couleurs de Marc-Aurèle. Donc, ces grands arbres et ces maisons jaunes et rouges. Ça va être en février, ça? De février à mai 2014. Ah, ben alors là, on va avoir le temps en masse d'aller se... Un printemps extraordinaire au musée avec Marc-Aurèle Fortin et la nouvelle exposition permanente. Là. Il faut que les gens viennent nous voir. Ah, oui, ça va être extraordinaire. Oui, c'est vrai, au printemps, là, vous allez inaugurer votre nouvelle exposition permanente, puis il va être encore là, lui, au mois de mai. Là. Ah ben... c'est toujours intéressant d'aller au musée. Moi, je suis un membre, alors je suis vendu déjà au musée. Là. Parfait. Sans mauvais jeu de mots avec les papillons, le musée va prendre son envol au printemps. Quel beau mot de la fin. Quel beau mot de la fin. Alors, j'avais 2 ambassadrices du musée qui sont convaincues de leurs expositions, tout ça. Hein. J'avais Marie-Ève Bellin et Geneviève Claveroy. Alors, les filles, félicitations. Puis, faut aller vous voir, vous allez nous voir très bientôt. Très parfait, merci. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.